Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien également. Je suis trop contente d'enfin pouvoir reprendre les lives Twitch spécial mois de la santé mentale. Je suis trop contente. La semaine dernière, bon, j'ai eu le Covid, j'étais hyper malade, donc j'ai pas pu réaliser les deux lives prévus de la semaine dernière. Donc je suis trop contente de pouvoir enfin reprendre les lives Twitch tout court et en plus les lives santé mentale. Concernant ce mois d'octobre, du coup, avec tout le programme qu'on s'était un petit peu donné ensemble. Comment ça va, vous? Je suis trop contente, je vois qu'il y a un peu les mêmes personnes que d'habitude. Et il y a une nouvelle personne dans le chat, le pingouin violet. Bah, trop contente de voir une nouvelle personne papoter sur le chat, ça fait grave plaisir. C'est vrai qu'on a toujours notre petite team présente sur le chat généralement, donc ça fait grave plaisir. Ah, encore une nouvelle personne sur le chat, incroyable. Bienvenue sur mes live Twitch. On va avoir pas mal de taf cette semaine parce que on va essayer de rattraper les thématiques que j'ai pas pu faire la semaine dernière. Hello tout le monde, bah, ça me fait trop plaisir de vous retrouver tous et toutes sur ce live ce soir. Donc ce soir, on va aborder deux thématiques ensemble. On va aborder la thématique du psychotrauma et la thématique du deuil. Ça va être un petit peu costaud, ok. Comme d'habitude, c'est vraiment un échange. Mes live Twitch, vous le savez, les personnes qui sont là régulièrement, j'apprécie beaucoup le fait d'échanger avec vous sur le chat, donc il faut vraiment pas hésiter à intervenir. Hello Fiona, comment ça va? Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit à ce soir en plus, donc contente de te voir là. Euh, Ouais, ça va être assez intense. Comme d'habitude, vous savez que s'il y a besoin qu'on prenne des petits temps pour faire des petites pauses, on le fera sans souci. Et j'essaye à chaque fois de rendre ça un petit peu léger, malgré le fait que les thématiques soient pas si légères que ça. Du coup, psychotrauma et deuil. C'est un live qui va être assez costaud. Hello Noé, comment ça va? J'espère que vous allez bien. D'ailleurs, comment ça va tout le monde? Comment est-ce que vous avez passé... Enfin, comment s'est passée votre journée? Personnellement, j'ai l'impression d'avoir récupéré 1000 ans de points de vie parce que la semaine dernière, j'ai pas beaucoup travaillé parce que j'étais en arrêt mercredi et jeudi. Et ensuite, je me suis reposée tout le week-end. Donc, franchement, ça fait trop du bien. Je suis en pleine forme. Qui avait fui au bout d'une heure la dernière fois? Bah, écoute, euh, c'est ok de fuir. C'est vrai que là, en plus, le live sur lequel tu étais la dernière fois était pas non plus, était quand même aussi hein, sur une thématique un peu complexe. Ce soir, du coup, c'est des thématiques un peu complexes elles aussi. Donc, trigger warning, on va parler de traumatisme et de deuil. Je vais essayer d'aborder ça de la manière la plus sécure possible, toujours en précisant si jamais on va dans des trucs un peu plus deep, précisant les trigger warnings si nécessaire. Et mm. Ah bah cool si t'as pu écouter la fin du live en rediff en plus. C'est vrai que du coup pour les personnes qui peuvent pas rester tout le long, tous les lives sont dispo en replay sur ma chaîne YouTube éponyme, encore une psy. Et avec plaisir pour les lives, moi ça me fait trop plaisir de partager avec vous. Je suis trop contente de revenir sur Twitch. C'est vraiment ma nouvelle plateforme de cœur, Twitch. Je trouve que ça donne plein de possibilités géniales pour, euh, pour pouvoir partager et échanger avec vous. Donc je suis contente. En plus, j'ai trouvé un petit système avec mon chat, mes chiens, les personnes qui, mon chat, mes chats, mon chien plutôt. Les personnes qui étaient là sur mes lives précédents savent que c'est un peu compliqué. Du coup, les petits chatons sont dans ma chambre et comme ça, ma chienne peut naviguer de partout dans l'appartement. La porte du bureau est ouverte. Normalement, ça devrait le faire. Euh, Est-ce que mon image, elle est correcte de votre côté? Est-ce que le son, ça fonctionne? Est-ce que ça rame ou pas? Je sais que les dernières fois, ça ramait un petit peu, c'est pour ça. Salut Zoé, comment ça va? Donc dites-moi si jamais ça lag. Normalement, je me suis connectée directement sur le bon Wi-Fi, donc ça devrait le faire. Euh, ouais, ça va super, merci. Attendez, je vais juste régler un petit peu. Voilà, parfait. Le calme est revenu chez les animaux.
Alors, pas tout à fait dans le quotidien, mais là, ce soir, on essaye. Salut Miura, bah écoute, ah mince. Hmm. Bon, j'espère que ça ira mieux rapidement dans ce cas. Et puis, si besoin, n'hésite pas à m'envoyer un petit DM. Mes DM sont ouverts. Ton chien veut toujours les manger. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Long story short, mais oui, mon chien veut toujours bouffer mes chatons. Donc, un peu complexe. Mais ça va le faire, j'y crois. Du coup, euh, première thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai mes petites notes. Donc, si je regarde dans cette direction, c'est que je regarde mes notes. Et j'essaye également de regarder le chat qui se situe ici et la caméra là. Enfin bref, j'ai les yeux un peu partout. Du coup, l'objectif un petit peu de ce que je veux vous transmettre aujourd'hui concernant la notion de psycho, le chien veut manger les chats. Oui, alors manger, façon de parler, mais j'ai adopté du coup des, euh, des chatons récemment et ma chienne est tellement obsessionnelle sur les chats qu'elle les terrifie et c'est un peu compliqué. Du coup, pour l'instant, je suis obligée de faire pièces séparées en espérant que, enfin, en essayant de les faire se voir, se sentir. Pour l'instant, ça évolue pas trop trop, donc j'espère que ça finira par aller parce que bon, je pourrais pas faire ça indéfiniment. Du coup, le psychotrauma, j'en reviens au psychotrauma. L'objectif un petit peu que j'ai avec ce live, c'est de pouvoir vous informer sur la notion de psychotrauma, vous sensibiliser sur les enjeux et les spécificités liées au psychotrauma, et pourquoi pas aussi engager une petite réflexion critique autour de la guérison autour du psychotrauma. Enfin bref, vous verrez où je veux en venir. Tout en sachant que n'hésitez pas surtout à me poser vos questions dans le chat. Moi, j'ai des petites questions aussi pour vous, parce que bien sûr, comme d'hab, je vous fais bosser. Hein. Et, euh, et on y va. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je parle de psychotrauma. Vous, enfin vous, nous, dans le langage courant, les gens vont parler de traumatisme, d'accord. Ce qui est différent, la différence entre un traumatisme et un psychotraumatisme, c'est que un traumatisme, ça peut être une fracture. Si je me fracture la jambe, c'est un traumatisme physique, d'accord. Le psychotrauma, du coup, c'est un traumatisme psychique. Et effectivement, dans le langage commun, on va utiliser le mot, le mot un peu parapluie de traumatisme, mais la spécificité du psychotrauma, c'est que c'est un traumatisme psychique à la différence d'un traumatisme physique comme une fracture, une entorse, etc. Du coup, le psychotrauma, c'est quoi la définition déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que la définition du psychotrauma? Parce que là, j'allais vous la sortir comme ça, bim bam boum, mais on va vous faire un petit peu bosser. Ah, regardez, bébé chien qui est là, qui sent toutes les odeurs des chatons, donc ça c'est parfait. Elle va bien dormir cette nuit comme ça. Si tu veux en DM, je te donne des astuces. Pour mon chien, grave, avec grand plaisir, franchement de fou. Alors, la différence entre le psychotrauma et le stress post-traumatique. Alors, le psychotrauma, c'est le phénomène et le stress post-traumatique, c'est la conséquence, en gros. Enfin, c'est pas une conséquence. Un stress post-traumatique, c'est un syndrome, c'est considéré comme un trouble, tandis que le psychotrauma, c'est plutôt un phénomène, un concept, en gros. Du coup, pour vous donner un peu plus de détails, le psychotrauma, c'est une réponse émotionnelle et psychologique à un événement perçu comme extrêmement stressant, menaçant, difficile, qui vient bouleverser notre équilibre interne. Ok. Le psychotrauma, il provoque généralement, voire même systématiquement, des perturbations qui sont durables dans le temps, pardon, au niveau de la perception de soi, des autres et du monde. Est-ce que vous me suivez toujours? Je peux le répéter si besoin. Donc, basiquement, c'est une réponse émotionnelle et psychologique à un événement extrêmement difficilement vécu qui va impacter, en fait, durablement et du coup, négativement, la perception de nous-mêmes, des autres et du monde. Hello aux personnes qui arrivent encore. On est en train de parler de psychotrauma ce soir. Je peux vous donner des exemples de psychotrauma. Ça peut être
une agression, ça peut être un accident, ça peut être des violences, ça peut être euh, un décès, d'ailleurs. Et du coup, en plus, on va parler du deuil aujourd'hui, donc je trouvais que les deux thématiques étaient quand même assez liées, parce qu'un deuil peut constituer un traumatisme psychologique. Donc, est-ce que, du coup, la définition de psychotrauma vous paraît claire? S'il y a besoin que j'explicite certaines choses, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, hein, vraiment. Il ne faut pas hésiter à me demander de reformuler ou autre. Hop, je recale bien mon micro, si jamais. C'était super clair, mais merci. J'adore être claire. Oui, c'est clair. Ok, trop bien. Il y a... Mais il y a vraiment des nouvelles personnes qui parlent dans le chat, ça me fait trop plaisir. Bonsoir. Parce que ça me met en fait une petite notif quand la personne utilise le chat pour la première fois. Donc, Fanny Gator, c'est ça, et Crazy Horse, bienvenue sur le chat. Ça me fait trop plaisir de vous lire. Et merci d'ailleurs de me dire que ce que je dis est clair. Hello! Mais trop de nouvelles personnes qui utilisent le chat. Ça fait grave plaisir. Clair comme de l'eau de roche. Parfait. Les critères principaux du psychotrauma, alors il y en a plusieurs. On va retenir notamment surtout le sentiment d'impuissance. D'accord? Un impact extrêmement soudain. D'accord? Et des effets durables. C'est vraiment les critères assez spécifiques au psychotrauma. Donc, une impuissance arrivée avec un impact soudain et des effets durables dans le temps. Et donc, évidemment, des effets néfastes. D'accord? Oh, j'ai un nouveau tic de langage. Comme les vieux qui finissent leurs phrases par d'accord. D'accord? Oh là 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 là, faut que j'arrête. Faut que j'arrête. On va compter le nombre de fois où je dis d'accord à la fin de mes phrases. Et si c'est plus que 20 fois, j'ai un gage. Ok? S'il y a une personne qui compte. Oh, j'ai failli dire d'accord. C'est terrible. Alors, ok, il y a des personnes qui sont ready pour compter. Du coup, d'après vous, moi, la première question que j'ai envie de vous poser et à laquelle on va réfléchir ensemble, c'est qu'est-ce qui fait qu'un événement peut laisser des séquelles aussi profondes? Est-ce que c'est 1, réponse 1, la nature de l'événement, ou réponse 2, la manière dont l'événement va être perçu par la personne? Et il n'y a que deux réponses. C'est un QCM facile, quand même. Je vous laisse que deux possibilités. Réponse B. Les deux réponses. Les deux. Réponse B. Alors, j'adore parce que j'ai dit réponse 1 et réponse 2 et tout le monde me dit réponse B. Ça, c'est vous avez été matrixé par qui veut gagner des millions, hein. Moi, j'ai dit réponse 1 et 2 en plus pour vous piéger. Réponse 2, réponse 2, réponse B, réponse B. Il y a des personnes qui ont répondu réponse D, la réponse D. J'ai failli la faire. Mais j'avais peur qu'il y ait des gens qui n'aient pas la ref. Mais j'ai failli la faire. Alors, effectivement, c'est majoritairement la réponse 2. C'est-à-dire que un événement, le fait qu'un, enfin, ce qui explique qu'un événement laisse des séquelles profondes, c'est la manière dont il est perçu principalement. La nature de l'événement va quand même jouer sur la possible apparition ou création d'un psychotrauma. C'est-à-dire que si je vis une agression, donc la nature de l'événement, c'est l'agression, j'ai quand même beaucoup plus de chances de développer un psychotrauma que si je fais tomber ma fourchette par terre pendant que je mange, par exemple, qui est aussi un événement en soi. Donc la nature de l'événement a quand même un impact potentiel sur l'installation d'un psychotrauma, mais effectivement, c'est surtout la manière dont l'événement est vécu et perçu par la personne qui va déterminer ou non l'apparition d'un psychotrauma. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que je dis, je sais pas si là dans le chat, il y a des personnes que j'accompagne actuellement en thérapie ou autre, je crois peut-être que oui, non, je sais plus. Mais s'il y a des personnes que j'accompagne ou que j'ai accompagnées sur le live ce soir, je dis souvent un truc, c'est que, donc peut-être vous m'avez déjà entendu le dire, c'est que la plupart du temps, c'est pas tant la situation le problème, c'est la manière dont ça va résonner en nous. En fait, ce à quoi ça va faire écho, en fait.
par rapport à notre histoire, par rapport à nos blessures, par rapport à nos peurs, par rapport à nos insécurités, par rapport à nos traumas, etc. Et en fait, là, c'est un petit peu la même chose. Euh, Alors, lorsqu'on a l'impression d'être transcendé quand on apprend une nouvelle d'un décès, c'est de l'ordre du psychotrauma. D'être transcendé, alors c'est-à-dire, mais euh, oui, en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, un décès peut constituer, peut devenir un psychotrauma. On en reparlera un petit peu plus tard. Euh, donc, la manière dont est perçu et dont est vécu un événement va forcément jouer sur l'apparition d'un psychotrauma. Du coup, euh, comment est-ce que on peut détecter la potentielle présence d'un psychotrauma ou du moins de réaction, on va dire, euh, traumatique. D'accord. Alors attention, un- un- une réaction à un traumatisme ne devient pas toujours pathologique. D'accord. J'ai encore dit d'accord. Mince. On peut avoir, c'est tout à fait normal d'avoir des manifestations et des symptômes après un psychotrauma, mais un psychotrauma n'a pas toujours de conséquences pathologiques, d'accord. La conséquence pathologique du psychotrauma, c'est le trouble de stress post-traumatique, je vais y arriver, les troubles dissociatifs, etc., etc. Mais, une fois d'accord, ça va si j'en suis qu'à une fois. Euh, Quand on parle de deuil, faire une croix sur un rêve qui n'aboutira pas, c'est faire le deuil aussi, ou c'est autre chose? Oui, c'est un deuil, carrément. Ouais, c'est une forme de deuil qu'on abordera tout à l'heure quand on parlera plus amplement du deuil. Mais le deuil, c'est une perte de, d'une personne, d'une chose, c'est le fait de vivre une perte. Pardon, mais tant que j'y pense, étant une professionnelle dans le monde de la psychologie, j'aurais besoin de toi pour un devoir, si tu es disponible. Oui, carrément, pas de souci. Tu peux m'écrire en DM sur Instagram, si jamais. Mais oui, pas de souci, avec grand plaisir. Du coup, les réactions au traumatisme, les principales manifestations et les réactions qu'on va retrouver. Donc, on va avoir des réactions plutôt immédiates qui sont assez fréquentes. Donc, on va avoir un état de choc, d'accord. L'état de choc, il se manifeste notamment par une attitude de sidération, d'accord. Ah, je me rends compte que après que j'ai dit d'accord parce que je m'entends le dire, c'est vraiment terrible. Il faut que j'arrête de faire attention. Donc, un état de sidération et une sorte de déconnexion émotionnelle. Il y a beaucoup de personnes. Merci Sarah de me surveiller. Euh, j'ai pas mal de personnes que je reçois en consultation ou même dans mes DM sur les réseaux qui me disent: Ah, j'ai vécu une situation très difficile et, euh, je ressens rien, je me sens très vide, je me sens très neutre, etc. Ben, c'est un état de choc. La sidération, la déconnexion émotionnelle, c'est une réaction traumatique en soi. Euh, et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas touché par la situation, parce que beaucoup de personnes culpabilisent, en fait, un petit peu de cette posture-là. De se dire: Ah, mais je ressens rien, je me sens vide, c'est pas normal, je devrais être triste, je devrais pleurer, je devrais blablabla. Pas forcément. L'état de choc, la sidération et la déconnexion émotionnelle, c'est des réactions traumatiques immédiates qui sont très, 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 très fréquentes. Donc, c'est complètement OK de vivre ce genre de situation et ça appartient aux réactions immédiates après un psychotrauma. On peut avoir ce qu'on va appeler des flashbacks ou des reviviscences. Ça aussi, c'est un symptôme, une manifestation du psychotraumatisme qui est assez fréquente. Ça va être le fait de revoir un peu des images de la situation traumatique, de- d'avoir des pensées, euh, des sensations similaires aux sensations qu'on a eues pendant la situation, etc. Euh, Ça, c'est une manifestation assez fréquente. On va aussi avoir euh, ce phénomène qui est plutôt connu aussi, qui est l'hypervigilance.
Ça, c'est une manifestation extrêmement fréquente après un psychotrauma. C'est donc notamment de l'anxiété, hein, d'accord? Et on peut aussi avoir des réactions, euh, comment? Des réactions physiques d'hypervigilance. Donc ça va être, par exemple, pour des personnes qui ont vécu des traumatismes avec beaucoup de bruit, des sursauts, en fait, par rapport à certains sons, etc. Et l'anxiété, qui est une forme, du coup, qu'on peut, qui est une forme d'hypervigilance. Enfin, l'hypervigilance est une forme d'anxiété, plutôt. euh, qui va être ce truc d'être à l'affût, en fait. D'être toujours un peu en état de vigilance sur ce qui se passe autour, sur les signaux, sur comme si on se sentait constamment en danger et qu'on ne pouvait pas euh, se mettre en mode repos, en mode sécure, au cas où un danger immédiat en fait arrive au final. Et on va avoir une autre manifestation. Est-ce que cet état de choc peut durer plusieurs années? Oui, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que on peut pas. Un état de sidération, c'est un état qui est quand même qu'on va pas nécessairement garder, par exemple, des années. Par contre, une forme de déconnexion émotionnelle liée à, à, à des choses qui touchent un peu de près ou de loin des éléments similaires à ceux vécus pendant le traumatisme, ça peut durer effectivement, ça par contre, bien plus longtemps. Donc oui, certaines manifestations au traumatisme, certains symptômes peuvent durer des années et des années et des années. Et là, on ira du coup plutôt interroger la présence d'un trouble, donc du trouble de stress post-traumatique, le TSPT en français et PTSD en anglais, que vous avez peut-être déjà plus entendu que TSPT. Une dernière manifestation normale et assez fréquente à un traumatisme, c'est l'évitement, c'est la fuite, d'accord? C'est de fuir les situations qui rappellent de près ou de loin le traumatisme. Donc fuir par exemple les lieux similaires du lieu où c'est passé, enfin où la situation s'est passée, fuir des situations avec des gens qui me ramèneraient à ça, avec des images qui me ramèneraient à ça, avec des bruits ou des odeurs, bref. Fuir des situations qui rappellent des éléments du traumatisme. Donc état de choc, flashback, hypervigilance, évitement, c'est des manifestations normales après un psychotrauma qui ne sont pas nécessairement, encore une fois, des manifestations pathologiques. D'accord? Par contre, on peut quand même avoir des manifestations. On peut quand même développer, on va dire, un, une forme pathologique de syndrome, on va dire, post-traumatique. Et donc, c'est, comme je vous l'ai dit, le TSPT, le PTSD. Les cauchemars, oui, ça peut être aussi une réaction au traumatisme, évidemment. Et d'ailleurs, c'est assez fréquent dans le trouble de stress post-traumatique, les cauchemars. Et donc, le PTSD, le TSPT, c'est un ensemble en fait de symptômes post-traumatiques, mais qui vont revêtir un aspect pathologique parce que, comme je vous l'avais déjà dit dans un live, qu'est-ce qui constitue une pathologie? C'est le fait que les symptômes soient extrêmement envahissants, qui génèrent une souffrance quotidienne ou quasi quotidienne et qu'ils impactent significativement et négativement le fonctionnement de la personne. La triade pathogène, d'accord? Donc, si mon état de choc, mes flashbacks, mon hypervigilance, mes évitements sont hyper envahissants, qu'ils impactent significativement et négativement mon fonctionnement et qu'ils génèrent une souffrance importante, quotidienne et quasi quotidienne, dans ce cas-là, on pourra probablement parler quand même d'un état à tendance pathologique, voire pathologique. Attention, je vous rappelle que je suis psychologue clinicienne et pas psychiatre. Là, ce que je vous dis, ça n'a pas vocation à vous diagnostiquer. Si vous expérimentez un vécu qui se rapproche de ce que je vous décris, allez consulter un ou une psychiatre qui se chargera de réaliser un diagnostic. Moi, ce que je fais, c'est vous donner des éléments pour vous interroger, vous permettre de reconnaître les signaux qui vous permettront ensuite, pourquoi pas, de les accompagner suffisamment rapidement ou même de sensibiliser vos proches. Est-ce que ne plus se souvenir d'une partie de sa vie peut être liée au psychotrauma? Merci. Oui, ça peut, ce qu'on appelle les amnésies traumatiques. Attention, ne pas se souvenir de certains éléments de sa vie, ça peut aussi juste vouloir dire qu'on a une mémoire qui fait du tri. Et ce n'est pas nécessairement un problème. Et c'est pas nécessairement inquiétant, et ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a vécu
un trauma. Euh, donc, ça va vraiment dépendre. La difficulté, en fait, avec la mémoire, c'est que c'est encore un phénomène qui n'est pas super bien connu. On comprend toujours pas parfaitement comment ça fonctionne. De toute façon, le cerveau, l'esprit humain, c'est un puissant fond, on va dire, de connaissances et de trucs inconnus. La mémoire en fait partie. Donc attention, quand vous interrogez vos potentiels trous de mémoire, vos potentielles périodes un peu sans trop de souvenirs, c'est pas nécessairement pathologique, ce n'est pas nécessairement dû à la potentielle présence d'un psychotrauma à cette période-là, etc. Et ça permettra d'avoir une discussion profonde prochainement avec le psychiatre. Bah, parfait. C'est chouette si ça peut vous aider et vous aiguiller dans vos différents suivis. Euh, est-ce que du coup, quand je vous parle justement un peu de ces symptômes-là, donc l'état de choc, les flashbacks, l'hypervigilance, l'évitement, est-ce que vous voyez un petit peu de quoi je parle? Est-ce que vous auriez besoin un peu plus d'exemples pour que je vous image un peu, ou c'est plutôt clair? Parce que je peux vous donner des exemples. Par exemple, pour l'évitement, on peut dire, donc trigger warning, violence sexuelle, mais par exemple, imaginons une personne qui aurait vécu une agression sexuelle, bah, cette personne pourra développer un mécanisme d'évitement et va éviter, où la personne va éviter d'avoir des relations intimes pendant X temps, par exemple, imaginons. Donc là, l'évitement, c'est une manifestation, euh, c'est une réaction traumatique, quoi. Donc ça, c'est l'évitement, par exemple. Euh, et pour le reste, bon, je pense que voilà, ça me paraît plutôt clair. Est-ce que ça décuple les symptômes quand il y a plusieurs natures de psychotrauma? C'est possible. Oui, oui, c'est possible. Euh, le vivre plusieurs traumatismes. Ma chienne est en train de jouer avec sa balle, elle fout le bazar. Vivre Désolée, j'ai bugué, j'ai eu une absence. Je sais plus ce que je disais, mais je sais plus ce que je disais. C'est pas grave, on va continuer. Euh, Oui. euh, Et effectivement, oui, c'est bon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Quand vous voulez parler un petit peu de votre expérience dans le chat, n'hésitez pas à utiliser les trigger warnings, si jamais. Comme ça permet aux personnes qui sont sensibles à certaines thématiques de ne pas lire votre message, si jamais. Euh, mais oui, par exemple, les blocages ou les angoisses sont des réactions traumatiques également. Je suis dans ce cas-là, j'ai développé de l'anxiété généralisée, donc tout me fait plus peur, nani nani nana. Euh, Oui, l'anxiété par exemple généralisée peut aussi être une conséquence traumatique. 10 fois d'accord, on est à la moitié. Oh là 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 là. Ah, ça va partir en gage là, ça c'est sûr. Tu peux nous la montrer. Nous la montrer. Quoi? Nous montrer quoi? J'ai dit que je devais vous montrer un truc. Mon chien. Euh, Je sais pas si c'était mon chien, mais je peux peut-être bouger la webcam. Attendez, je vais essayer de bouger ma webcam, mais je suis pas sûre que. Je crois que le câble est un peu. Attendez, je sais pas si vous pouvez. Ouais, elle est en train de défoncer son tapis là. Parce qu'il y a sa balle. Attendez, il y a sa balle. Il y a un petit truc orange là que vous avez. Voilà. Là, là. Voilà. C'était Floki, messieurs, dames. Où j'en étais. Attendez, tac. Voilà, c'était Floki, ma star. Tac. Désolée, je refais mon petit setup. Ah, bah j'ai gagné un follower parce que j'ai montré Floki, hein. C'est pour ça, c'était sûr. Donc je vous ai donné un peu des exemples du coup au niveau de ces réactions au psychotrauma. Euh, Est-ce que... alors c'est vrai qu'il y a aussi la dissociation. Donc quand on parle de déconnexion émotionnelle, on peut parler de dissociation.
Est-ce que ça a déjà pu vous arriver d'avoir une forme de déconnexion émotionnelle après un événement difficile? C'est assez fréquent, comme je vous le disais. Donc peut-être que vous ne l'avez pas vraiment interrogé, mais ouais, ouais, ok. Donc comment ça, déconnexion? C'est le fait de, après un événement difficile, de se sentir neutre, en fait. De se sentir neutre, de se sentir un peu vide émotionnellement, de pas trop rien ressentir, quoi, au final. Mm. Et trop chouette, encore de nouvelles personnes qui parlent dans le chat, ça me fait trop plaisir. Est-ce que le fait d'être incapable de plus résister des traumas, c'est de la dissociation? Ça peut. Ça peut. Alors attention, dissociation, c'est un peu un grand terme, mais c'est une forme de, de résistance émotionnelle, du moins, si je peux dire ça comme ça. Ça vient quand même probablement, effectivement, mettre en lumière une forme de résistance émotionnelle. Mm. Alors, maintenant qu'on a abordé un petit peu les principales réactions traumatiques, on va aborder les conséquences à long terme du psychotrauma. Parce qu'effectivement, le principe d'un psychotrauma, c'est qu'il y a des conséquences durables, et donc du coup, notamment dans le présent, même si l'événement est passé. D'accord. Même la sensation d'être complètement anesthésiée, je sais pas comment expliquer, mais une sensation dans le genre, oui, complètement, cette sensation un peu d'anesthésie, de neutre, de vide, etc. Ouais, exactement. Salut Kyo, bah je t'attendais. T'as un peu de retard hein, ce soir. Non, je plaisante. Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir sur le live, c'est cool. Du coup, les conséquences à long terme du psychotrauma. Donc, il y en a, elles peuvent exister, on va dire, sous quatre formes. Donc, on va avoir les conséquences émotionnelles, physiques, relationnelles et cognitives, d'accord? Je plaisante, hein, évidemment, mais oui, ça va bien, merci. Donc, les conséquences émotionnelles, on va notamment retrouver justement l'anxiété persistante, potentiellement des symptômes dépressifs. Euh, Encore une fois, on en revient à cette déconnexion émotionnelle, etc. etc. Euh, les conséquences, donc là je vous les fais un peu rapidement, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Les conséquences physiques, on peut avoir des troubles somatiques, donc on peut développer des symptômes physiques, ça peut être des douleurs, ça peut être des, de l'eczéma, ça peut être des pertes de cheveux, ça peut être en fait voilà, vraiment plein de problèmes somatiques, ça peut être des insomnies, ça peut être voilà, des douleurs chroniques comme je le disais. Euh, Ça peut être au niveau aussi du poids, ça peut être une perte de poids, ça peut être une prise de poids, ça peut être tout un tas de choses. Euh, pour vous donner un exemple, moi, que je sors assez souvent, euh, quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, hein, mais quand j'avais, on va dire, 18 ans, 19 ans, avant d'aller en fac de psycho, j'ai fait une première année en fac de droit, parce que il fallait que je fasse un truc un peu genre valorisé par la société. Lol. Euh, J'avais un ami, du coup, à la fac, qui était du coup un homme transgenre, euh, et qui m'avait raconté que quand il était jeune, quand il a découvert sa transidentité, le fait de voir son corps comme n'étant pas le corps qu'il voulait a vraiment été quelque chose de très traumatique pour lui, jusqu'à avoir comme conséquence qu'il ait perdu en fait la sensation de ses jambes pendant 9 mois. C'est-à-dire qu'il s'est levé le matin. Enfin, il a essayé de se lever. Il n'a pas réussi à se lever. Il avait complètement perdu la sensation de ses jambes. Comme une personne tétraplégique. Tétraplégique ou paraplégique? À chaque fois, je sais jamais. Bref, une personne complètement handicapée. Et donc, pendant 9 mois, il n'a plus senti son bas du corps en dessous de son nombril. Pendant 9 mois, littéralement. Euh, Gros changement d'ambiance entre les deux facs, oui, c'est clair. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le psychotrauma peut avoir un énorme impact peut avoir un impact physique
impressionnant, mais vraiment impressionnant. Oui, tétraplégique 4 membres, paraplégique 2 membres. Ok, c'est paraplégique, merci. Effectivement, désolé, j'ai pas forcément tous les bons termes parfois. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Alors là, je vous sors un exemple extrême, d'accord, mais pour vous montrer à quel point on peut avoir des troubles psychosomatiques énormes, en fait, au final. Donc c'est important de ne pas minimiser les conséquences physiques du psychotrauma. Euh, donc, conséquences émotionnelles, on a vu, physiques, on a vu. Conséquences relationnelles, ben, ça va être par exemple l'isolement, ça va être les difficultés dans les relations, ça va être euh, euh, potentiellement oui, des dysfonctions relationnelles. Et l'isolement est un symptôme, une manifestation aussi traumatique extrêmement fréquente. Euh, En 2016-2017, suite à des traumas, je ne peux plus marcher non plus, j'ai dû aussi utiliser un fauteuil pendant plusieurs mois. Voilà. Donc ça montre bien à quel point les conséquences physiques du psychotrauma sont réelles et complètement, à ne pas minimiser. Ensuite, après les conséquences du coup émotionnelles, physiques et relationnelles, on va avoir potentiellement des conséquences cognitives, donc sur la concentration, l'attention, la mémoire principalement. Donc on va avoir des personnes qui vont se retrouver avec des difficultés de concentration, des difficultés d'attention et même parfois des problématiques de mémoire, c'est-à-dire des pertes, voilà, une moins bonne mémoire, une difficulté à retenir les choses. Euh, euh, Ça peut être d'intensité variable, ça peut être euh, euh, du coup ouais, vraiment ça peut être vraiment hyper variable. Ça peut être minime, tout comme ça peut être extrêmement envahissant et extrêmement impactant dans le quotidien, ces conséquences-là. Euh, et on peut avoir des conséquences, encore une fois, qui sont tout à fait... qui permettent tout de même d'exister de manière plutôt ok, plutôt équilibrée. Et puis du coup, on peut avoir un ensemble de conséquences tellement envahissantes, tellement impactantes négativement que ça en devient pathologique. Le fait d'oublier comment on dit, amnésie, c'est ça? Comment on lit? Le fait d'oublier comment on lit ou comment on dit? Le fait d'oublier comment on lit. Oui, c'est aussi possible, carrément. C'est un peu comme de la catatonie, mais localisée à un endroit et pas partout. Ouais, c'est un peu comme ça, effectivement. Euh, Comment lire, conduire? Ouais, bien sûr. C'est, ça peut être aussi une conséquence, ça peut être aussi des conséquences euh, cognitives, traumatiques. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé, justement, est-ce que vous avez déjà pu observer chez vous des changements dans votre état émotionnel ou votre état physique après un événement traumatisant ou après un événement difficile, par exemple? Euh, hmm. Moi, je sais que quand j'ai fait mon burn-out en 2021, donc ce que je considère vraiment comme un moment un peu traumatique, quoi, bah, littéralement, pendant 2 semaines, je n'ai fait que dormir. Donc, en fait, ça a énormément impacté mon sommeil et mon état physique. C'est-à-dire, je n'arrivais pas à rester levé très longtemps, quoi. Je ne faisais que dormir, par exemple. Donc, ça, c'est un changement significatif dans ma santé émotionnelle et physique globale après un événement traumatique, par exemple. Oui, ça vous est déjà arrivé? Oui, 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 oui. Non du tout. C'est pas sûr. C'est rarement, c'est rare en tout cas d'avoir des personnes qui euh, n'ont strictement aucune conséquence visible après un événement difficile. C'est quand même assez rare. Suite à de l'harcèlement, ouais, bien sûr. Mhm. Ouais, complètement. Et effectivement, le harcèlement peut constituer un psychotrauma. Pendant le burn-out, je savais plus lasser mes chaussures ni comment j'arrivais jusqu'au travail. Ouais, complètement, ça fait sens. Beaucoup de douleurs pendant plusieurs mois, hypersensibilité à la lumière, au bruit, énormément de cauchemars. Voilà, ça fait aussi partie des conséquences. Euh, On parle aussi, bah forcément, quand on parle de psychotrauma, on parle aussi de guérison, hein, évidemment. Parce que, bien sûr, qu'on peut euh, guérir d'un vécu traumatique, et ça, c'est quand même important. Ça me paraît nécessaire, du coup, de parler de l'après
psychotrauma, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on a vécu un traumatisme et qu'on subit dans le présent, au quotidien, des conséquences traumatiques plus ou moins envahissantes et donc plus ou moins pathologiques ou non. Euh, et c'est là où je voulais faire mon petit topo je vais presque dire euh, critique en soi. Euh, Est-ce que vous connaissez la notion de résilience? Ah, je réponds à une question avant. Est-ce qu'à un moment, l'hypersensibilité à la lumière se calme un peu? Car je pensais que ça se réduirait en même temps que le travail, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. C'est difficile à dire. Euh, c'est difficile à dire. On peut pas trop contrôler comment évoluent en fait les conséquences traumatiques malheureusement. Donc je saurais pas trop te dire. Euh, du coup, la résilience, moi c'est un concept que je remets un peu en question. Surtout dernièrement, j'ai vu récemment une personne qui parlait de la résilience d'une façon hyper intéressante. Et moi, ça m'amène à vachement remettre en question cette notion, voire même à en avoir un peu marre en fait de ce terme. Oui, il faut être résilient. Oui, faut se relever. En fait, la résilience, donc, c'est la capacité à surmonter un traumatisme et à se reconstruire. D'accord Donc, c'est un concept, d'accord. Le problème de la résilience, c'est que elle peut aussi parfois être vécue pour les personnes, parfois être perçue comme une forme d'injonction à aller mieux, d'accord. Et du coup, cette injonction, cette pression, elle n'est pas forcément toujours très constructive pour des personnes qui sont traumatisées. Si je suis traumatisée et que je suis en train de subir des conséquences traumatiques qui impactent significativement négativement mon vécu, si en plus on me rajoute cette pression de devoir surmonter mon traumatisme et aller mieux, ça peut également m'impacter aussi négativement et nourrir potentiellement encore plus certains symptômes d'anxiété, de mésestime de soi, etc., etc. Donc attention à cette notion de résilience. Moi, j'en perçois un peu une critique sous 3 axes, d'accord. J'ai dit combien de fois d'accord? Je crois que j'ai dépassé les 20 là. Ça y est, je vais avoir un gage. Hein. Oui, c'est un peu le ça va aller. Ouais, voilà, un petit peu. J'ai lu récemment que la résilience chez l'être humain est un non-sens car le véritable sens du mot est appliqué à un matériau jusqu'à atteindre son point de rupture sous pression jusqu'à se briser. Oui, effectivement, c'est vrai que de base, la résilience, c'est un concept qu'on applique sur des matériaux. Et donc, c'est du coup assez difficilement transposable chez l'être humain. Parce que nous ne sommes pas des objets. Waouh, breaking news. Breaking news. On peut faire un parallèle avec la loi de l'attraction. Euh, oui et non. Oui, dans le sens où il y a cette idée un peu de- de- d'optimisme, etc. Et non, parce que la loi d'attraction, ça va être un... C'est une posture, je trouve, un peu passive parfois. Alors que la résilience, quoique non, en fait, t'as raison. Non, non, c'est vrai qu'il y a aussi une forme de passivité dans la résilience. Je, je continue d'y réfléchir pendant que je parle. Euh... 20 burpees en story Insta. Franchement, allez, 20 burpees en story Insta si jamais. Ok, waouh, je vais mourir, je déteste les burpees. C'est mon exercice que je déteste le plus. Ah bon, on n'est pas des objets. Ouais, je vous apprends un truc de ouf, hein. Du coup, donc mes 3 axes critiques de la résilience, du coup, le premier axe, c'est cette norme implicite de guérison. C'est-à-dire que tout le monde doit guérir, tout le monde doit rebondir après un traumatisme. Et ça peut, dans un certain timing du trauma, minimiser la réalité des séquelles des gens, en fait. Et tout en sachant que certaines séquelles seront parfois chroniques et vont être omniprésentes dans le quotidien. D'avoir un discours autant de burpees que de fois le mot d'accord. Oh là 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 là. Faut que je me taise alors, j'arrête de parler.
Bon, c'est bon, je sais pas, arrêtez de parler trop longtemps. Donc, norme implicite de la guérison, c'est potentiellement minimisant et même parfois un peu culpabilisant. Ça peut mettre en face, ça peut aussi mettre la personne en échec. Donc, premier axe. Ensuite, il y a une notion aussi de variabilité dans la réalité existentielle des gens. Chaque personne réagit différemment face à un traumatisme. Et pour certaines personnes, le fait de juste réussir à vivre avec les conséquences du trauma, c'est déjà énorme. Et c'est déjà un parcours qui est hyper courageux, quoi. Et de chercher à les amener à faire toujours plus, toujours mieux, toujours machin, bah en fait, encore une fois, c'est potentiellement les mettre en échec, c'est potentiellement ajouter de la souffrance. Et du coup, c'est peut-être parfois pas du tout adapté à la situation et à la personne. Le troisième axe de critique, c'est un truc que je relie à cette fameuse phrase What doesn't kill you makes you stronger. C'est ce truc de ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Vous voyez cette phrase? Ce qui ne te tue pas ne te rend plus fort. Alors, imaginez que. Attendez. Imaginez que cette feuille, c'est la phrase ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ok? Regardez. ASMR papier. Voilà. Voilà le travail. Big brain. Oh, je sais pas si vous avez la ref. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre cette phrase à la poubelle? Parce que la souffrance n'est pas une étape nécessaire à l'évolution personnelle. La souffrance n'est pas la condition sine qua non de l'évolution d'un individu. Heureusement que l'apprentissage ne résulte pas uniquement de la souffrance, sinon ce serait absolument affreux en fait, de se dire qu'on apprend que dans la souffrance, qu'on évolue que dans la souffrance. Euh, Comme ces phrases de go muscu là que je trouve insupportables. No pain, no gain. Donc, pas de douleur, pas de résultat. Alors, à différencier de pas d'effort, pas de résultat. C'est-à-dire que les résultats se font pas dans la souffrance. Oui, les résultats demandent des efforts. Ça, c'est évident, d'accord? Mais les apprentissages, répétez après moi. Les apprentissages, vous répétez, ne se font pas à travers la souffrance. Vous avez répété ou pas? Tout est question de nuance, évidemment. Et bien sûr, on pourrait dire no effort, no gain, par exemple. D'accord? Mais bon, ça rime pas, donc c'était moins vendeur. Voilà, les apprentissages ne se font pas à travers la souffrance. Bien sûr que les apprentissages se font à travers des efforts, mais il y a une différence entre faire des efforts et se faire violence. Voilà, des efforts, oui, se faire violence, non. The only pain I want in my life is pain au chocolat. Je l'adore celle-là, je vais la ressortir. Voilà. J'avais entendu aussi une phrase qui disait no pain, no tartine. Que je trouve vraiment parfaite. On peut toutes les faire, hein. On peut toutes les faire. Mais on s'éloigne un peu du goal. Mon cerveau a enregistré l'inverse toute mon enfance. Bah, bien sûr. C'est une vision assez religieuse de la notion de souffrance, non. Oui, assez, au final. On retrouve avec la notion de martyr, etc., qui sont des notions assez religieuses, effectivement. Euh, et oui, il y a ce truc un peu de transcendance dans la souffrance, etc. C'est des notions qui sont plutôt religieuses, sans jugement, sans critique, mais qui sont souvent données un peu comme dans une vision un peu spirituelle, à ne pas appliquer dans la réalité, d'accord? euh... Désolée, j'arrive pas trop à suivre le chat, j'essaie de rattraper si j'ai rien raté. No pain, no brocoli.
Vous me faites trop rire, sérieux. Je vois pas le rapport, mais vive les brocolis. Vous savez qu'ici, c'est team brocoli. J'ai vu une personne ce matin sur les réseaux qui disait qu'on devait être d'accord avec quelqu'un qui nous dit qu'on est courageux, même si on ne l'est pas. C'est-à-dire, en gros, que si quelqu'un te dit que t'es courageux, tu dois le croire, même si tu penses pas, même si t'es pas d'accord. C'est ça? Euh, Tu peux pas contrôler le fait de croire ou non en ce que quelqu'un dit, de toute façon. Et tu peux pas te forcer à croire quelque chose. Ça marche pas. Donc, ça me paraît un peu étrange comme concept. Je pense que si on souffre beaucoup dans notre enfance, on peut le garder en tête, car j'ai longtemps pensé qu'effectivement on était plus fort, plus on souffrait. Ouais, bien sûr, mais c'est une notion qui est très... j'aurais presque envie de dire, désolé, petit moment politique, c'est un peu aussi une pensée capitaliste, quoi. C'est-à-dire que il faut toujours faire plus pour produire plus, pour avoir plus de valeur, et ça se fait dans le fait de faire plus, toujours, toujours, toujours plus. Enfin voilà, c'est un truc, c'est aussi très lié à notre modèle sociétal, en fait, social, quoi, en soi. Donc il y a tout un ensemble de facteurs en fait qui vont venir impacter ce truc-là. Et donc tout ça pour dire que la notion de résilience c'est une notion à nuancer et à remettre en question sous ces différents axes qu'on vient de voir maintenant. Est-ce que ça vous paraît plutôt clair, cette petite critique de la résilience du coup? No pain, no gain, le truc c'est que je suis à moitié d'accord avec cette phrase. Si je me fais pas de violence en me prépa physique, je ne serai jamais en condition de performer lors des compètes que je vise. Euh, En soi, je peux comprendre quand il y a un aspect professionnel. J'aurais plus de mal à l'entendre dans un point de vue loisir, honnêtement. Si ça fait partie euh, d'un côté professionnel, pourquoi pas. Encore que je le remets vachement en question parce que t'es pas, ton boulot ou ta profession est pas censée te mettre dans une forme de souffrance envahissante qui impacte ton fonctionnement et qui génère un mal-être psychologique. Alors par contre, oui, fournir des efforts extrêmement spécifiques et extrêmement euh, précis, oui, encore une fois. C'est pour ça que je distingue la notion d'effort et la notion de violence. Mais j'ai été ancienne sportive de haut niveau, donc vraiment pour le coup, je comprends de quoi tu parles. Et j'aurais quand même tendance à dire que le sport à un certain niveau est plutôt malsain pour la santé mentale et physique. Malheureusement. C'est peut-être sujet à débat, mais c'est là pour le coup, je parle d'une opinion. Je dis pas que c'est universel ce que je dis. Euh, euh, de se mettre dans un sale état physique. Hmm, hmm. Mais je me doutais, c'est pour ça que je distingue la notion de faire des efforts et se faire violence. Euh, pour moi, dans se faire violence, c'est la violence. Et c'est pas pour moi, ça me paraît pas ok de se faire violence. C'est de se violenter soi-même, quoi. Même psychologiquement, quoi. Par contre, on peut faire des efforts. Il y a une nuance, en tout cas que je distingue. Euh, la nuance que je distingue d'ailleurs entre le fait de se faire violence et le fait de faire des efforts, c'est faire un effort, c'est quand tu perçois une issue constructive à la chose. Se faire violence, il n'y a aucune issue constructive à la chose. D'accord? Euh, pour moi, c'est un peu la nuance que je perçois. VAE stable, des blessés dans tous les groupes, etc. Je parle juste du fait que je suis obligée de me faire mal quand même pour ne pas avoir à subir en compète. Ouais, je peux comprendre. Effectivement, je peux comprendre que dans certains contextes, dans certaines sphères, il y a effectivement des nuances à avoir à ce sujet, carrément. Je pense qu'il faut distinguer la discipline de la notion de douleur. Ouais, ouais, carrément, bien sûr. C'est pour ça que je parle de cette notion d'effort, effectivement. Et à certains moments, des efforts, ben, il faut en fournir. À partir du moment où on peut devenir addict au sport, bon, c'est que c'est pas forcément positif. En fait, c'est pas que positif. C'est comme pour tout. Le sport, ça peut être très positif, tout comme ça peut être extrêmement, ça peut être pathologique. Ça peut être, mais comme pour tout. Le sport, les jeux vidéo, le, euh, le, j'ai pas d'autres exemples parce que j'ai le cerveau en ratatouille, mais bref, vous avez compris. Oui, tout à fait. Plein de choses. Voilà. J'ai vu Sarah, c'est très bien que tu dis ça. Ça me fait penser à une citation que j'ai entendue il y a pas longtemps de la part d'une diététicienne qui disait: un poison n'est un poison
que dans son excès. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les poisons sont poisons que lorsqu'ils sont consommés excessivement, dans des quantités excessives. Par exemple, dans les pépins de pommes, il y a du cyanure ou de l'arsenic à chaque fois, je sais jamais. Pépins de pommes. C'est cyanure, ouais, c'est ça. Donc dans les pépins de pommes, il y a du cyanure. Le cyanure est un poison. Pourtant, vous ne mourrez pas quand vous mangez une pomme. Parce que le cyanure est mortel lorsqu'il est consommé dans des quantités excessives par rapport au dosage, quoi. Donc, le poison n'est poison que dans son excès. À méditer. Et oui, je comprends encore une fois, Noé, effectivement, dans la question du sport, c'est assez spécifique. Manger 5 kilos de brocoli par repas n'est pas bon, même si le brocoli est très bon pour la santé. Exactement. Les médocs, c'est pareil. Enfin bref, il y a tout un tas d'exemples. Euh, Du coup, pour en revenir au psychotrauma, on va souvent se poser la question de est-ce qu'on peut guérir d'un traumatisme ou est-ce qu'on doit apprendre à vivre avec. Et c'est une question qui est extrêmement légitime. Je pense qu'on peut guérir d'un traumatisme. Je pense qu'on peut se relever d'un traumatisme. Je pense qu'on peut traverser un traumatisme. Euh, Même s'il y a potentiellement des personnes ou des situations où on passe notre vie à vivre avec. Et on apprend à vivre avec. Et c'est aussi totalement OK. Comment est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour traiter, pour process, pour guérir d'un traumatisme? Pour moi, le plus... Ah, ma chienne a compris que les chatons étaient enfermés dans la chambre, elle commence à couiner. Attendez, je vais juste l'appeler. Floki? Floki ne veut pas venir. Floki, étais-tu... Ah, t'es là. Tu veux venir? Non, elle préfère les chatons. Du coup, EMDR, psy, TCC, blablabla, mais vous m'ôtez les mots de la bouche. Alors oui, les outils les plus efficaces pour guérir et accompagner les traumatismes, c'est les thérapies centrées sur le trauma. La première et la plus efficace, c'est l'EMDR. Je vais vous la faire en anglais. L'EMDR, donc acronyme EMDR, ce qui veut dire Eye Movement. Eye, pas comme Eye, on se fait mal, hein, attention. Eye Movement, Desensitization and Reprocessing. Yes, l'accent anglais, incredible. Donc, ce qui veut dire en français, traitement, traitement et désensibilisation par mouvement oculaire. Il n'y a pas que des mouvements oculaires en EMDR, on peut utiliser n'importe quelle stimulation bilatérale alternée. Ça peut être en tapping, ça peut être auditif, ça peut être tactile, etc. Donc l'EMDR, c'est une méthode de thérapie qui vise à retraiter les souvenirs traumatiques avec comme outil les stimulations bilatérales alternées. C'est extrêmement efficace pour le TSPT, donc les troubles de stress post-traumatique, et donc pour l'accompagnement du psychotrauma. Voilà. Floki, elle a un petit creux, ouais, c'est ça, elle veut manger les chatons. Trop bien, Kyo, merci hein, de me suppléer à l'écrit. C'est vrai qu'en plus, je pourrais écrire, mais c'est juste que je ne sais pas parler et écrire en même temps, parce que du coup, il y aurait des temps, un peu de latence. Et pour un TDI, alors, en termes d'accompagnement thérapeutique, tu veux dire? En fait, on peut faire de l'EMDR aussi dans le cadre d'un TDI. On peut faire de la thérapie classique, on peut avoir des approches somatiques, on peut faire des TCC, on peut... Mais l'EMDR peut être intéressante. Et effectivement, il y a aussi l'ICV et l'intégration des parties, qui sont des outils effectivement d'accompagnement. L'ICV, donc intégration du cycle de la vie, c'est c'est un outil de thérapie que je ne connais pas dans détail parce que j'y suis pas formée, mais je sais en tout cas que c'est une approche intéressante pour l'accompagnement des psychotraumas. Les TCC, donc thérapie cognitive et comportementale, j'ai l'impression qu'on te fait ressortir tes cours de psycho. C'est à aucun moment des choses que j'ai appris à la fac, tout ça. Vraiment. Les enseignements à la fac sont
ouais, très éloigné de la pratique réelle de psychologue, vraiment. J'ai plus appris dans mes 6 mois de stage en M2 que dans mes 5 ans d'études, honnêtement. Euh, donc, autre outil d'accompagnement thérapeutique des psychotraumas, c'est les TCC, donc thérapie cognitive et comportementale. Les TCC, elles vont aider à identifier et à modifier les schémas de pensée néfastes et dysfonctionnels induits par le trauma. D'accord? Donc c'est une approche cognitive que je trouve extrêmement complémentaire à l'EMDR. Si vous faites de l'EMDR et des TCC pour accompagner un psychotrauma, honnêtement, vous décuplez vos chances de guérison et, et vous décuplez l'efficacité et la rapidité de la démarche, selon moi. Et on va avoir des approches un peu plus somatiques qui peuvent aussi aider, comme voilà, les thérapies psychocorporelles, la gestalt, tout ce qui va être les méthodes de respiration, etc., etc. C'est vrai qu'en lisant de psycho, les différentes méthodes de psychothérapie, on ne les voit pas vraiment. Non. Ben, en tout cas, moi, je ne les ai pas vues dans mon enseignement. Et en master, j'ai effectivement travaillé sur le référentiel de mon master. Mais même encore, c'était extrêmement léger par rapport à la pratique. Euh, on peut avoir aussi un peu des outils dans le présent qui peuvent nous aider à accompagner les symptômes post-traumatiques ou les manifestations du psychotrauma. Donc on peut avoir des techniques d'ancrage. On peut utiliser l'écriture, on peut utiliser la respiration, on peut utiliser plein de choses, le sport, etc. Euh, L'ancrage, c'est un outil que je trouve assez chouette et qui permet de revenir à soi, ici et maintenant, et de redéfinir un petit peu une, 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 une contenance un peu interne et de se recentrer. Et en même temps, c'est une distraction cognitive assez intéressante quand on se sent activé émotionnellement, etc. Euh, et moi, j'ai un petit exercice euh, que j'aime bien justement pour l'ancrage. Ouais, il y a le 5-4-3-2-1 aussi, mais on peut le faire. Les peluches, ça compte bien sûr. Les peluches, c'est de l'ancrage complètement, l'ancrage sensoriel. Et il y a aussi une forme en plus de lien affectif qui est chouette. Euh, un exercice d'ancrage qu'on peut faire en version accélérée maintenant, on peut le faire ensemble même si vous voulez. On va le faire ensemble, ok? Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, hein, d'accord? Donc là, on se met juste dans une position un peu vraiment la plus confortable possible, ok? Vous pouvez garder les yeux ouverts. Il faut garder les yeux ouverts, d'ailleurs. Euh, J'aimerais que vous me donniez, là, dans votre environnement autour de vous, une chose que vous pouvez toucher. Et si vous pouvez la toucher, ben vous la touchez. Moi, par exemple, je peux toucher mon bureau. Ok? Donc là, je touche mon bureau. Donc je vais. Donc là, je vais m'intéresser un peu à la texture de mon bureau. Donc moi, c'est du bois, donc c'est rigide. En même temps, c'est un peu lisse. Il est, il a une texture assez lisse, donc c'est agréable en soi. Ok? Donc ça, c'est une chose que je peux toucher. D'accord? Et donc, faut pas hésiter à la toucher, cette chose que vous pouvez toucher. Ok? Et à vraiment être en conscience de ce que vous êtes en train de toucher. D'accord? Ensuite, j'aimerais que vous me donniez une chose que vous pouvez voir. Ok? Là, je peux voir mon reflet dans mon écran, par exemple. Et donc, je vais regarder cette chose que je peux voir. Ou alors, non, j'ai envie de voir, j'ai une agrafeuse panda. Regardez, je vous la montre. Donc, je m'intéresse à ce que je vois. Donc là, mon agrafeuse panda. Donc, c'est une petite agrafeuse trop mimi. Et puis, je regarde. Et je suis attentive à ce que je suis en train de regarder. Ok? Ah, t'as la même Kyo en plus. Ok. Maintenant, j'aimerais que
vous me donniez une chose que vous pouvez sentir. Là, maintenant, de suite, une odeur, quelque chose que vous pouvez sentir. Là, ce que je peux sentir, je suis désolée, ça va pas être super agréable, c'est une odeur un peu de litière. Parce que mes chatons sont dans mon bureau quotidiennement et il y a leur litière, donc j'ai une petite odeur de litière, par exemple, moi. C'est pas l'odeur la plus agréable de la terre, mais c'est une odeur de litière, donc ok. Je me mets en conscience un peu de ce que je suis en train de sentir. Ok. Voilà, très bien. Et on prend le temps de d'être conscient de ce qu'on est en train de ressentir, de sentir, de toucher, de voir. Bah, tu peux essayer de générer une odeur, par exemple. Tu peux aller prendre un parfum, tu peux aller prendre un aliment, une huile essentielle, un gel douche. Tu peux amener une odeur à toi, si tu veux, et te concentrer sur cette odeur. Ok. Maintenant, j'aimerais que vous me donniez quelque chose que vous pouvez entendre. Maintenant. Moi, par exemple, j'entends Floki qui est en train de mordre sa balle. Et j'entends ce bruit squish, squish, squish de quand elle mordit sa balle. Ma douce voix. Là, clairement, on est en train de faire un exercice d'ancrage ensemble. Attendez, profitons-en. Donc là, ouais, j'entends son squish, squish avec sa balle. Ma voix, le live. La VMC de mon appart. Voilà, très bien. Ma voix. Ok. Le volet qui bouge avec le vent. Super. Et maintenant, j'aimerais que vous me donniez quelque chose que vous pouvez goûter. Là, maintenant, de suite. Là. Moi, c'est mon eau au sirop d'agrumes. Et donc, vous goûtez. Ok, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de l'eau. Ça peut être un truc à manger. Ça peut être votre ongle, si vous vous rangez les ongles. Ça peut être, qu'importe, quelque chose que vous pouvez goûter. Ah, vous entendez le squish de la balle? Elle est juste à côté de moi, c'est pour ça. Elle a ce don de déplacer son tapis à l'autre bout de la pièce à chaque fois, ça me fait rire. Et en fait, voilà. Donc là, vous avez fait de l'ancrage. Oula, c'est un gros squish squish. Attendez, je vais la faire sortir. Voilà, c'est bon, elle est sortie. Je vais juste remettre son tapis au bon endroit. Ah, désolé, interlude. Oula. Et voilà, du coup, on a fait un exercice d'ancrage. Ça, c'est un exercice que je trouve vachement chouette. Ça détend, je trouve. Ça détend, ça ancre dans le présent. Oui, c'est le 5-4-3-2-1 simplifié. Exactement. Et plus rapide. Là, c'est pour ça que je vous ai fait un petit exemple. Comment vous vous sentez après ce petit exercice? Moi, parce que je me sens bien. Là. Je me sens bien. Avec plaisir. Comme regarder les coins d'une pièce pour se recentrer. Ouais, tout à fait. Exactement. Détendu. Trop chouette. On fera ça plus souvent alors. Que quand on chantonne, on peut pas penser. Oui, c'est assez difficile effectivement pour le cerveau de penser en même temps qu'on est en train de chanter. Ça c'est vrai, en soi. Même si c'est probablement un peu possible. Mais en tout cas, c'est une distraction plurisensorielle qui est intéressante parce que ça dévie quand même l'attention assez facilement. Ça explique pourquoi je passe mon temps à le faire. Potentiellement, ouais, carrément. Ok. Donc maintenant, vous avez une petite technique d'ancrage que vous pourrez refaire. En tout cas, je vous encourage vraiment à le faire quand vous en ressentez le besoin. Et je voudrais parler, avant de terminer justement sur le psychotrauma, et ça vous permet aussi de préparer un petit peu vos questions si vous en avez avant qu'on passe au deuil.
je voulais parler du rôle important que joue l'entourage aussi dans l'accompagnement du psychotrauma. L'entourage, ça peut, et c'est, je trouve, quand même plutôt important dans le vécu d'une personne qui est traumatisée ou qui a vécu un psychotrauma, parce que le soutien social, c'est important. Donc comment est-ce qu'on peut proposer un soutien efficace à une personne qui vit un psychotrauma? Euh, les deux trucs les plus importants que je perçois, c'est l'écoute, en tout cas, l'écoute bienveillante. Le fait d'accueillir en fait avec bienveillance ce que va nous dire la personne, tout en validant ses émotions, son vécu, ses ressentis, sans jugement, sans tenter de minimiser. Une écoute, ce qu'on va appeler un peu l'écoute active, basiquement. J'ai froid aux oreilles. Ouais, tout à fait. Donc l'écoute active et bienveillante, non jugeante et validante. Voilà. C'est pour moi le truc, la posture vraiment principale. Et on peut également ajouter à ça, pourquoi pas, la mise en place d'un environnement, pardon, parce qu'avec sa balle qui fait squish squish, je sais pas si vous l'entendez, mais si vous l'entendez trop, je la vire de la pièce. La création d'un environnement sécurisant pour la personne. Donc, c'est le fait d'être à l'écoute des besoins de la personne afin de participer à faire de l'environnement un espace potentiellement sécurisant ou moins trigger pour elle, par exemple. Et on peut avoir également une posture d'orientation. C'est-à-dire qu'on peut orienter la personne, si elle le souhaite, si elle est d'accord, vers des aides spécifiques. C'est-à-dire que on ne peut pas être une solution pour la personne. Par contre, on peut l'orienter vers des potentiels moyens pour trouver des solutions. Donc, on peut proposer à la personne on peut lui donner un contact de psychologue, on peut l'orienter vers une association, on peut l'orienter vers, j'en sais rien, un serveur Discord, vers un site, vers des vidéos, vers un livre, on peut faire de l'orientation. On ne peut pas imposer une orientation à une personne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer la personne à lire un livre, on ne peut pas forcer la personne à aller chez le psy, évidemment. En tout cas, si je peux vous donner simplement le truc un peu en 3 temps pour accompagner idéalement une personne. Sa balle fait beaucoup trop squish squish. Hein. Pour accompagner idéalement une personne, c'est accueillir, valider, orienter. Accueillir, valider, orienter. Et les ressources du site, ouais, les ressources sont... On a mis pas mal de ressources sur le site de l'asso qui sont plutôt exhaustives, que ce soit des lignes d'écoute, des chats, des assos. Du coup, si jamais ça peut vous aider, n'hésitez pas à aller directement voir ça sur le site. Ma psy... Ah, j'ai raté un message. Je crois. Ma psy, c'est quel message que j'ai raté? Ah mince, je l'ai raté. Ah non, surtout que je parle d'une très proche des traumas que j'ai vécu, mais j'arrive pas vraiment, je comprends pas trop l'intérêt de ça. Effectivement, en fait, je pense que le fait de réussir à parler de notre vécu avec nos proches, c'est un moyen de pouvoir être plus authentique dans la relation. Le fait d'omettre certaines parties de notre vécu qui sont importantes et qui en plus peuvent avoir des conséquences dans le présent, pour moi, ça peut impacter l'authenticité de la relation. Voilà, c'est une piste en tout cas. Et donc j'aurais tendance effectivement à penser que le fait de parler de choses importantes, donc que sont les traumas et donc les conséquences aussi traumatiques dans le présent, peuvent impacter positivement une relation parce qu'elle sera nécessairement plus authentique, parce qu'on ne cachera plus certaines parts de soi. Ce qui me paraît quand même assez important dans la relation. Les erreurs assez fréquentes qu'on peut faire face à une personne qui a vécu un traumatisme, c'est de minimiser ou invalider, par exemple. De dire « Ah, ça aurait pu être pire », de dire... Enfin bref, tous ces trucs un peu minimisants et invalidants. Donc à ne pas faire, parce que ça peut aggraver la culpabilité de la personne, ça peut potentiellement aussi aggraver son mal-être, etc. Et
Également, forcer la personne à parler trop tôt, d'accord? Euh, Chaque personne a besoin de temps, chaque personne a son propre rythme, et c'est important de respecter le rythme de la personne en face. Effectivement, bien sûr qu'on va. L'idée, c'est pas de se forcer à parler, et l'idée, c'est évidemment de ne pas forcer la personne à parler. Ça, c'est hyper important. Et c'est important de respecter le rythme de la personne en face. Et également de ne pas minimiser, d'invalider ou de remettre en question le vécu. Ne pas l'appliquer sur soi-même. Oh bah ça va, en vrai, heureusement, ça aurait pu être pire. Voilà, ce genre de phrase à la poubelle, comme ce qui te tue pas te rend plus fort. Il n'y a pas de hiérarchie des traumas, exactement. Et coucou aux personnes qui nous rejoignent. Euh, Du coup, voilà, pour terminer sur le psychotrauma, euh, plutôt que de parler de résilience, comme on disait tout à l'heure, donc on remettait un peu en question la notion de résilience, plutôt que de parler de résilience comme un idéal un petit peu à atteindre dans le vécu post-traumatique, euh, le plus important pour moi, ça reste de se concentrer sur le fait et en même temps d'apprendre à vivre avec les séquelles du trauma avant tout, et ensuite, si on en a l'énergie et qu'on en ressent le besoin, ben de mettre en place des choses pour tenter de traiter et d'accompagner les conséquences traumatiques. Il y a certaines blessures émotionnelles qui disparaîtront peut-être jamais entièrement. Par contre, on peut faire en sorte qu'elles ne soient plus pathologiques, qu'elles ne soient plus pathogènes. Mais il faut aussi accepter l'idée que certaines blessures, certaines pensées, certaines choses ne disparaîtront peut-être pas entièrement. C'est pour ça que c'est important de remettre en question ce truc de guérison idéale ou de résilience. Euh, Chaque parcours, on va dire, un peu post-traumatique est différent parce que le vécu de chacun, chacune est différent. Donc c'est hyper important, encore une fois, de respecter son propre rythme. C'est important de pas se comparer aux autres, pas comparer son rythme au rythme des autres dans la mesure du possible, et de penser que la résilience est un état obligatoire. Est-ce que vous avez des questions, du coup, par rapport au psychotrauma? Euh, Ce qui est dur. Je vous laisse pour la fin du live. Bonne soirée. Bah, bonne soirée aux personnes qui nous laissent en milieu là. De toute façon, le replay sera dispo sur YouTube. Donc comme ça, au moins, si jamais il y a des personnes qui peuvent pas, enfin qui nous quittent en cours de route, euh, je veux voir les burpees. Oh non, j'ai dit 20 fois d'accord, ça y est? Mince. Apprendre à vivre avec sans rechuter. Ouais, complètement, bien sûr. C'est pas facile, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait accompagner et on peut évidemment trouver un équilibre stable et serein, euh, même après avoir vécu des traumatismes. Euh, ok, trop cool. Du coup, Fiona, tu as une question avant que je passe au deuil, du coup. Et ensuite, je passerai du coup au deuil. Attendez, je fais juste une micro-pause. Je crois que ma chienne a mis sa balle sous un meuble et elle va pleurer toutes les larmes de son corps si jamais je lui récupère pas sa balle. Je mets juste le live en pause 3 minutes, je reviens. Hop. Est-ce que vous m'entendez? Super, nickel. C'est bon. C'est réglé. Je lui ai enlevé sa balle. À un moment donné, j'ai plus le choix. Euh, ok, pour la question de Fiona. Tac, tac, tac. Attention, trigger warning pour les personnes au cas où. Euh, Oui, c'est possible que les conséquences du psychotrauma se manifestent des années après. Tout à fait. On peut mettre le, pour nous protéger, notre système peut mettre en place des mécanismes de déni,
de dissociation totale qui font qu'on va peut-être pouvoir passer des années sans avoir l'impression de subir des conséquences traumatiques. Mais en fait, la dissociation est une conséquence traumatique. C'est juste qu'elle est parfois invisible, enfin, pas ressentie par la personne. Et donc, effectivement, on peut avoir des manifestations beaucoup plus visibles, beaucoup plus perceptibles qui se manifestent effectivement des années après. Ok, du coup, on va passer au deuil. Alors, le deuil. Le deuil qui peut être considéré parfois, qui peut être vécu comme un traumatisme. Donc, je trouvais qu'il y avait un petit peu un sens finalement à lier ces deux problématiques. Du coup, le deuil. Une thématique, c'est un terme un peu parapluie, le deuil. Euh, donc, ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, alors, je pense voilà, que je comptais rester en live jusqu'à à peu près 22h30, donc c'est parfait. Je pense qu'en vrai, en 30 minutes, je devrais être capable de vous parler un peu du deuil de manière exhaustive. Le psychotrauma, il y avait selon moi beaucoup plus de spécificité. Et le deuil, en plus, je vais pas trop vous en parler non plus, parce que, spoiler alerte, ce sera peut-être l'objet d'un épisode de podcast où là j'en parlerai bien plus. Donc là je vais vous faire une petite introduction du coup sur la notion de deuil. Euh, du coup, et évidemment si vous avez des questions, bien sûr vous pouvez les poser, hein, j'y répondrai avec plaisir. Euh, mais voilà, on va essayer de voir un petit peu les infos principales. Du coup, le deuil, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va partir de la définition du deuil. Le deuil, c'est un processus psycho-émotionnel, donc psychologique et émotionnel, que va traverser une personne après... Alors, on pense principalement après la perte d'un être cher, mais la notion de deuil, elle peut en fait aussi s'appliquer à d'autres types de pertes significatives. Ça peut être une rupture, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être un problème de santé, ça peut être un déménagement, ça peut être... Bref. Le deuil, donc le processus psycho-émotionnel que traverse une personne après une perte significative. Ok. Une perte amicale, tout à fait, ça peut être un deuil. Merci Zélie, j'adore ta live, passe une bonne soirée. Salut Laxou, passe une bonne soirée aussi et à bientôt sur un prochain live. Euh, Hors sujet, j'adore ton podcast, ça me permet de faire mes courses sans faire de crise d'angoisse dans le magasin. Bah trop chouette, je suis ravie que le podcast te plaise. Et pour les personnes qui ne sont pas forcément au courant, je tiens un podcast qui s'appelle You All. Toujours pas facile à mettre l'orthographe, mais parce que quand je le prononce, voilà, qui s'appelle You All et qui est disponible sur un peu toutes les plateformes d'écoute. Et la saison 2 a commencé là, depuis quelques semaines et la thématique, c'est la santé mentale. Donc je le co-anime avec mon acolyte Marie et on aborde plein de sujets que je trouve très chouettes. Je prêche ma paroisse, hein, on va pas se mentir. Et du coup, la saison en cours aborde la santé mentale de manière générale et du coup, chaque épisode a une thématique spécifique dans la santé mentale. Du coup, voilà, pour la petite promo rapide. Du coup, le deuil. Est-ce que la définition du deuil, elle vous paraît claire, déjà? Sachant que la réponse peut être non. Je suis ouverte. On peut parler de deuil si je suis une compétition n'a pas réussi notre objectif et on fait le deuil de ne pas avoir réussi, bien sûr. Complètement. Ça peut aussi être un deuil. Ouais, carrément. Et je compte développer, Margot, évidemment. Alors, le deuil, ce qu'il faut comprendre, c'est que le deuil, c'est une réponse naturelle à la perte, d'accord? C'est normal de traverser un état de deuil après une perte. Attention, c'est pas systématique, mais c'est normal, d'accord? Et merci, Sarah, pour le retour sur le podcast. C'est chouette. Ça fait plaisir. Donc, le deuil est une réponse tout à fait naturelle, tout à fait normale après une perte significative. Et le deuil, il va impliquer des réactions à la fois émotionnelles, des réactions physiques, des réactions cognitives et des réactions comportementales. D'accord ?
Donc dans les réactions émotionnelles, on peut avoir tout ce qui va être la tristesse, la colère, le soulagement parfois, etc. Les réactions physiques, ça peut être les troubles du sommeil, la fatigue, l'angoisse, etc. Les réactions cognitives, ça peut être les ruminations, la confusion, euh, etc. Même parfois peut-être aussi des problèmes de concentration, d'attention, de mémoire. Et euh, des réactions comportementales, ça peut être pareil, comportemental slash relationnel, ça peut être l'isolement, ça peut être des changements dans les comportements, dans les attitudes, etc. etc. C'est important de distinguer un deuil normal d'un deuil pathologique, d'accord? Un deuil pathologique, c'est un état où la personne reste bloquée, coincée dans son processus de deuil avec des symptômes qui sont persistants, intenses, comme je vous l'ai dit, la triade pathologique, envahissant, qui impacte significativement négativement le fonctionnement et qui génère une souffrance excessive, quotidienne ou quasi quotidienne. Ça, je vais vous le répéter souvent, cette triade pathogène. Euh, Est-ce que vous avez d'autres exemples dans votre vécu de choses qu'on pourrait considérer comme un deuil? Du coup, par exemple, Sarah nous a donné un exemple avec le fait de ne pas réussir un objectif en compétition. Est-ce que vous auriez d'autres exemples de ce qu'on pourrait considérer comme des deuils? Parce que bien sûr, comme d'habitude, je vous fais un peu travailler quand même. Hop, je remets mon micro. Perte d'emploi, c'est un licenciement économique, ouais, carrément. On peut traverser un processus de deuil après une perte d'emploi, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Moi, j'en ai une, par exemple, dans un truc que j'ai vécu dans ma vie, c'est une blessure quand on est sportif de haut niveau. Une blessure qui va impacter ou arrêter notre carrière, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et j'ai vraiment vécu ça comme un deuil. Une fin de relation, carrément. On peut traverser un état de deuil à la fin d'une relation. Voilà, blessure sportive, exactement. Voilà, tout à fait. La perte d'un ami, tout à fait. Enfin bref, effectivement, vous voyez donc qu'il y a plein de sortes de pertes en soi. Euh, Vous savez, ou peut-être pas d'ailleurs, on parle souvent de phase du deuil, d'accord? Ah, j'ai redit d'accord, je sais pas si c'est le 20e ou si c'est le 19e. Deuil de mon ancienne vie où j'étais en bonne santé. Oui, bien sûr, un changement dans l'état de santé peut mener à un état de deuil. Donc on parle souvent de phase du deuil. Est-ce que vous... Le deuil d'un rêve qu'on réalisera jamais, tout à fait. Est-ce que vous avez un peu une idée de ces fameuses phases du deuil dont on parle assez souvent quand on parle du deuil? Le déni, ouais, tout à fait, c'est la première. La colère, c'est la deuxième. Ouais, ouais, le déni de l'acceptation, tout à fait. Ouais. En gros, déni d'acceptance, tristesse, colère, c'est pas dans l'ordre. Ouais, voilà, exactement. Donc il y a un peu de tout ça. Euh, Il y a une première théorisation du deuil, donc qui s'appelle le modèle classique de Kubler-Ross, qui date de 1969, avec 5 phases de deuil qui sont souvent citées dans ce modèle classique, qui sont 1, le déni, 2, la colère, 3, le marchandage, 4, la dépression, tristesse, et 5, l'acceptation. On vous allez souvent retrouver ce modèle à 5 phases quand on va parler du deuil. Euh,
C'est un modèle qui est assez populaire, qui est assez connu, mais il ne faut pas oublier que c'est qu'un schéma universel ne peut pas correspondre à chaque vécu. C'est pas possible. Le deuil, c'est pas un seul schéma universel que tout le monde traverse de telle façon, euh, dans tel ordre, etc. Chaque individu traverse son propre deuil de manière unique, singulière. C'est ok de garder la colère en ressentant une forme d'acceptation. Oui, c'est possible. C'est pour ça que je dis que c'est important de pas rester cloisonné dans l'idée que c'est forcément telle phase à la suite sans que ça se superpose, blabla. Marchandage, c'est quoi? C'est... euh, comment Comment je pourrais expliquer? C'est le fait euh, d'essayer de trouver des compromis dans son état, en fait. C'est-à-dire que euh, j'aurais tendance à dire que c'est un peu parfois une, une tentative de se remettre dans une forme de déni, un peu. Mais comment je pourrais expliquer ça? Je vais voir si je trouve une définition qui est exhaustive plutôt que mes explications. Voilà, en gros, le marchandage, c'est... euh, en fait, on va essayer de trouver des stratagèmes des mécanismes pour faire un peu... essayer de trouver ou de retrouver ce qu'on a perdu, en fait. Donc, ça va être, par exemple, les personnes qui vont... qui vont chercher des réponses en fait. C'est une forme de reprise de contrôle en fait le marchandage. C'est pas l'auto-sabotage, c'est une forme de reprise de contrôle au contraire. Mais parfois ça a des conséquences néfastes en fait. Ça va être les personnes qui vont peut-être se tourner vers, j'en sais rien, vers la spiritualité, vers la religion, vers tel ou tel outil, telle ou telle réponse, telle ou telle tentative. C'est une tentative de reprise de contrôle, on va dire un peu, dans la situation. Ok. Euh, Bien que ce modèle il soit assez populaire, voilà, comme je disais, c'est important quand même de rappeler que le deuil est un vécu unique. Voilà. Ça se passe pas forcément comme ça. Parfois, les étapes, elles se superposent un peu. Les états se superposent aussi. Parfois, il y a des phases qu'on ne traverse pas vraiment. Enfin bref. Euh, il y a eu quand même pas mal de recherches qui ont été faites sur le deuil. Et il y a beaucoup de recherches qui montrent que les personnes ne passent pas forcément par toutes ces étapes dans un ordre fixe. Et il y a même des recherches qui montrent que les personnes peuvent même en sauter, en fait, certaines. Euh, Ça implique souvent, pareil, le deuil et la notion de résilience. Donc, comme on l'a remise en question, je ne vais pas vous réexpliquer, mais, euh, mais en tout cas, on remarque que ce qui reste malgré tout important, c'est d'essayer d'avoir une posture assez active dans le fait de traverser son deuil. Donc ça peut être à travers des différents outils. L'accompagnement, la psychothérapie, ça en fait partie, mais pas que. Il y a des concepts un peu complémentaires au niveau du deuil. Euh, donc il y a un modèle qui s'appelle les tâches du deuil, qui a été conceptualisé par William Worden en 1991 et qui se découpe un peu en 4 formes de tâches. Donc la première, c'est accepter la réalité de la perte. La deuxième, c'est vivre la douleur du deuil. La troisième, c'est s'adapter à un monde sans la personne décédée, et donc du coup s'adapter à un monde euh, sans ce qu'on a perdu. Et quatrième étape, réinvestir des nouvelles relations, une nouvelle vie, des nouvelles choses. C'est un modèle, moi, que je trouve plutôt adapté, plutôt juste, plutôt pertinent. Et ce que j'apprécie dans ce modèle-là, c'est que c'est progressif, que c'est plutôt exhaustif, ça prend quand même bien en compte, je trouve, ça fait un peu le tour des conséquences potentielles d'un vécu de deuil. Et je trouve ça assez proactif.
N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions, hein, vraiment. Là, je vous fais mon petit topo, mon petit monologue, mais je suis ravie toujours de répondre à vos questions et d'échanger avec vous si vous avez un partage d'expérience à faire. Toujours en essayant de mettre les trigger warnings quand vous dites des choses ou quand vous racontez des choses qui peuvent impliquer des trucs un peu difficiles. Euh, Est-ce que du coup qu'est-ce que vous pensez des phases du deuil? Est-ce que c'est un truc que vous trouvez pertinent? Est-ce que c'est un truc que vous aviez remis déjà en question? Qu'est-ce que vous en pensez un peu? Moi, par exemple, je suis assez persuadée que c'est pas un truc du tout linéaire, quoi, le deuil. C'est-à-dire que on peut ressentir de la colère, et puis ensuite de la tristesse, et puis ensuite revenir dans la colère, et puis ensuite euh, une forme d'acceptation. Et en fait, on n'a pas vraiment accepté, donc en fait, c'était du déni parce qu'on est re en colère, parce que machin. Enfin, je pense que c'est pas forcément linéaire, quoi, le deuil. Ça peut l'être, et des personnes pour qui c'est assez linéaire, mais pour d'autres pour lesquelles c'est pas le cas. Euh, Oui, c'est voilà, ce que je veux dire, c'est un peu daté ce modèle-là, et effectivement, c'est un peu trop linéaire, c'est pas assez adaptatif. Bon, en fait, je sais pas ce que je ressens du coup par la perte d'anciennes amies, mais ça a été très compliqué, mais après 2 ans, ça l'est encore. Bien sûr, c'est un vécu, c'est un processus de deuil que parfois on peut avoir du mal à faire, clairement. Et c'est ok, et du coup, ça vaut probablement le coup de l'accompagner avec des outils dans la mesure du possible. Alors attendez, hop, on a une invitée spéciale. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Non? Alors, c'est un petit interlude Floki qui voulait s'inviter avec moi. Je crois qu'en fait, elle veut trop aller se coucher, donc elle vient me chercher. C'est une petite pause. J'avoue que les petites pauses Floki, elles font du bien. Au moins, ça coupe un peu. C'est vrai qu'on parle en plus de trucs pas forcément hyper légers, donc ça fait du bien, une petite pause. Hein, Floki, t'es d'accord? Allez, d'accord. Si jamais vous avez un animal et qu'il est près de vous, n'hésitez pas à lui faire une petite caresse maintenant. Ça fait toujours du bien. C'est toujours ça de gagner. Et c'est de l'ancrage, du coup. Là, par exemple, je sens son odeur de chien mouillé. Je, J'essaie d'avoir en conscience le fait de caresser son petit poil, là, et de la voir. Mon chien est chez mes parents. Ah, dommage. Câlin de loin, alors. Euh, Du coup, j'en étais où, moi, dans tout ça? Oui, l'accompagnement du deuil. Ok. Il y a plusieurs formes d'accompagnement euh, du deuil. Euh, je pense que la psychothérapie est un outil, pareil, donc je prêche encore pour ma paroisse, mais la psychothérapie, ça reste un accompagnement qui peut être extrêmement pertinent dans l'accompagnement d'un processus de deuil. Euh, L'accompagnement émotionnel de manière générale, donc ça passe par, comme je vous en avais déjà parlé un peu tout à l'heure, l'écoute active, bienveillante, non jugeante, validante, etc. On peut utiliser aussi des outils d'écriture. L'écriture thérapeutique, c'est un outil qui marche assez bien. Souvent, ça va être par exemple ces exercices où on va écrire des lettres, par exemple pour les personnes qui sont pour les deuils liés à un décès, on va d'écrire des lettres ou un journal, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi des formes de rituels, en fait, liées au deuil. Ces personnes qui vont, par exemple, les enterrements, par exemple, sont un rituel qui permettent aussi de traverser un processus de deuil. C'est ce qu'on va appeler des rituels de mémoire, en fait. Euh, Ça peut être allumer une bougie quand on pense à la personne, ou planter un arbre, acheter une plante, lire des appréciations positives, faire un truc de gratitude, etc. Ce qui permet d'honorer. Là, c'est plutôt dans le cadre d'un deuil lié à un décès de personne, mais ça permet d'honorer en fait un petit peu voilà la personne décédée. Et on peut quand même avoir des rituels un peu de mémoire, même pour d'autres formes de deuil, d'autres formes de perte un peu symboliques.
C'est normal que le MDR m'aide pour le deuil. Oui, ça peut. Complètement. Ça peut aider pour un processus de deuil, le MDR. Euh, on peut aussi utiliser les TCC, donc un accompagnement plutôt cognitif et comportemental dans l'accompagnement d'un processus de deuil. On peut donc avec de la restructuration cognitive, donc ça peut être le fait de travailler les croyances autour de la perte. Par exemple, euh, je serai plus jamais heureuse après ça, voilà, après cette perte. Bah, en fait, là, pour le coup, les TCC peuvent vraiment venir chercher à euh, travailler les croyances dysfonctionnelles autour de la perte, autour du processus de deuil, pour soit éviter le développement d'un deuil pathologique, soit accompagner déjà un deuil qui est déjà pathologique. On peut faire aussi de la psychoéducation, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. C'est d'informer les personnes, leur permettre de comprendre les processus normaux du deuil, pour déstigmatiser justement les réactions, les symptômes, les manifestations physiques, émotionnelles, cognitives, etc. Un deuil pathologique, on le définit comment? Alors j'en ai parlé un peu plus tôt. En fait, un deuil pathologique, euh, c'est quand on reste bloqué dans le processus de deuil avec des symptômes qui sont persistants et intenses et invalidants. Donc la triade pathogène, je la répète, c'est si mes symptômes ils sont extrêmement envahissants, qu'ils impactent significativement négativement mon fonctionnement et qui génèrent une souffrance excessive quotidienne ou quasi quotidienne. Ça, c'est c'est le côté pathologique. Euh, Par contre, rien à voir, je suis en train de lutter contre le sommeil. Là, il y a un monde où je m'endors, mais je vais essayer de ne pas craquer. En soi, t'inquiète, au pire, tu peux regarder la fin en replay sur YouTube. Et de toute façon, on a bientôt terminé. Donc, je vais pas vous embêter encore trop longtemps. Euh, donc, du coup, je disais que l'accompagnement plutôt cognitif et comportemental, donc avec le TCC, peut être intéressant. Il peut y avoir une forme d'accompagnement social aussi, donc à travers un réseau de soutien, à travers des thérapies de groupe aussi. Je trouve que c'est assez intéressant dans les processus de deuil, l'aspect du groupe et l'aspect du soutien social. Donc n'hésitez pas, si ça vous arrive, à vous entourer, vraiment. Euh, et, euh, et, euh, et à en parler, surtout. Voilà, c'est complètement OK de se sentir aux difficultés dans un processus de deuil. Et tout ce qu'on ressent à ce moment-là est complètement légitime et mérite d'être accompagné. Le deuxième de la triade Oupsi. Alors, je vais le mettre à l'écrit, d'accord? Donc la triade pathogène, c'est euh, euh, comment je vais le mettre à l'écrit? Donc c'est symptômes envahissants, euh, symptômes excessivement envahissants, on va dire, excessivement envahissants, qui impactent significativement négativement le fonctionnement normal et qui génère une souffrance excessive quotidienne ou quasi. C'est insupportable les gens qui parlent en même temps qu'ils écrivent, mais désolé. Quasi quotidienne. Voilà. Désolé des fautes d'orthographe. Donc, l'accompagnement social. Ensuite, donc là, on va être plutôt effectivement sur un accompagnement. Donc là, ce que je vous ai écrit, d'écoute active, les exercices d'écriture, les rituels, le travail cognitif, la psychoéducation, les réseaux de soutien, c'est des accompagnements qui seront suffisants et qui vont très efficacement aider les deuils normaux. Quand on va avoir des deuils compliqués ou pathologiques, là, il faudra s'armer d'un peu plus de ressources. Et donc, avec des processus vraiment thérapeutiques plus intenses. Donc, c'est là où on va parler plutôt de TCC. On peut aussi utiliser la thérapie ACT. ACT, donc c'est acceptation
et engagement. Euh, c'est un outil intéressant aussi. Euh, et pour le coup, pour un deuil pathologique, c'est nécessaire d'avoir un accompagnement, selon moi, thérapeutique, ou du moins un accompagnement pluridisciplinaire. Euh, parce que le deuil pathologique, ben, ça interfère quand même assez gravement le fonctionnement quotidien et pendant potentiellement une longue période. Euh, ce qu'on va retrouver un peu comme symptôme dans un deuil compliqué, à tendance potentiellement pathologique, ben, ça va être l'incapacité à accepter la perte, les ruminations incessantes, euh, pareil, potentiellement la déconnexion émotionnelle ou au contraire des débordements émotionnels, un isolement potentiellement important, etc. etc. Il y a même le DSM-5 qui a introduit un trouble de deuil prolongé euh, et qui est caractérisé par des symptômes persistants au-delà de 12 mois après la perte, donc au-delà de 1 an après la perte. Donc ça donne un petit ordre d'idée. Alors, symptômes persistants, d'accord? C'est-à-dire que si 1 an après la perte, on peut ressentir encore de la tristesse à l'évocation de la perte, c'est pas forcément que c'est un trouble du deuil prolongé, d'accord? C'est caractérisé par des symptômes qui sont persistants, donc encore la triade pathogène, au-delà de 12 mois après la perte. Ok? Ça peut vous donner une petite indication, encore une fois. Je reste psychologue, mon rôle n'est pas de poser des diagnostics, mais ça vous permet un petit peu d'orienter une réflexion et pourquoi pas, si vous en avez besoin, d'effectuer une démarche diagnostique auprès de votre médecin, d'un psychiatre ou d'une personne habilitée à le faire, c'est-à-dire pas moi. Euh, Est-ce que du coup vous avez déjà eu la sensation d'avoir vécu potentiellement un deuil compliqué ou un deuil pathologique? Ça m'intéresse quand même. Je vous pose un peu des questions sur votre vécu aussi parce que, comme je vous le dis, comme d'hab, on est là pour échanger ensemble et pour partager quoi. On est à plus de... Oh là là, ça y est, on est à plus de 20 d'accord. Allez, les burpees en story, hein. Ouais, allez, bon ben, ça partira sur des burpees en story Insta. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis lancé ce gage? La question c'est, est-ce que vous avez déjà eu la sensation d'avoir vécu un deuil compliqué, voire même pathologique justement? C'est dur à discerner le est-ce que c'est patho ou pas encore? Peut-être de la minimisation. Ouais, c'est possible. C'est un mécanisme un peu de protection de minimiser ce qu'on vit ou ce qu'on ressent. Pas l'impression d'un deuil compliqué, oui. J'ai hâte de voir. Ouais, j'ai pas hâte de faire des burpees, mais je respecte mes engagements. Ah oui, du coup, 8 ans pour un deuil, c'est long. Oui, effectivement, 8 ans pour un deuil, c'est long, surtout si on a des symptômes persistants. Deuil compliqué, bien sûr. Et effectivement, un deuil compliqué, il y a quand même une nuance, il y a un spectre. Il y a entre le deuil normal et le deuil pathologique, quoi. Il y a aussi des deuils qui sont plus compliqués que d'autres, mais qui sont pas non plus nécessairement fondamentalement pathologiques, quoi. Euh, donc, ben, pareil, dans le processus de deuil, on va souvent vous parler de résilience. Je vous ai déjà fait un petit peu le discours sur la remise en question de la résilience. Euh, Chacun et chacune son rythme. C'est ok de mettre du temps à faire un deuil. Euh, et votre rythme vous appartient. Si vous sentez qu'effectivement c'est long, si vous sentez que vous êtes vraiment en difficulté pour traverser le deuil, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à demander de l'aide. C'est hyper courageux de demander de l'aide. C'est pas un aveu de faiblesse. Euh, Au contraire, vraiment au contraire. Est-ce que vous avez des petites questions, du coup, sur un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui? C'est vrai qu'on c'est passé hyper vite. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. C'est ouf. Pas de questions? Non, c'est parfait. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est parfait, mais
En tout cas, c'était trop chouette d'aborder ces thématiques-là avec vous. Je suis trop contente, il y a eu plein de nouvelles personnes là sur le chat. Je suis trop ravie. Ça m'a fait grave plaisir de pouvoir échanger avec des nouvelles personnes. Toujours en plus les personnes un peu habituées sur les lives, donc ça fait trop trop plaisir. On est un bon petit groupe, c'est trop trop chouette. Et je suis contente là, j'étais trop impatiente de reprendre les lives après la petite semaine là de pause. Et au final, bon bah de faire les deux thématiques en une, c'était pas non plus trop. J'espère que c'était pas non plus trop lourd pour vous, que c'était pas non plus trop un pavé quoi. Mais mais merci. Euh, j'ai acheté ton livre il y a des mois, je suis paralysée par la charge de travail. On en revient à cette notion de rythme. Chacun son rythme. Le livre, il n'a pas de temporalité fixe, il peut se faire en 10 ans, si jamais. Donc, step by step. Malheureusement, je pourrais prochainement faire que les débuts. Heureusement qu'il y a les replays, nouveau taf. Ah, ben, vive les replays sur YouTube alors. C'était la première fois que je passais par ici, c'était super intéressant, merci beaucoup. Ben, merci. On le trouve où le livre? Mon livre, il s'appelle Le journal Shadow Work. C'est un carnet d'exercices d'autothérapie aux éditions Hachette. Et alors, je l'adore, mais je presse pour ma paroisse, pardon. Et en fait, c'est un carnet d'exercices d'autothérapie qui vise à se réconcilier avec nos parts d'ombre. Le deuil fait partie de notre ombre, peut faire partie de notre ombre. Notre ombre, c'est toutes les choses de nous qu'on a du mal à accepter. Ça peut être nos traumas, ça peut être certains de nos mécanismes, certaines de nos peurs, certaines de nos blessures. Euh, et c'est un carnet d'exercices progressif qui vise à se réconcilier avec toutes les parties qui nous composent, même celles qu'on a un peu plus de mal à accepter. Je suis trop trop contente de ce livre que j'ai écrit, j'en suis vraiment super super fière. Et il est trouvable un peu partout. Euh, donc que ce soit Fnac, librairie, Amazon, enfin il est vraiment dispo dans toutes les librairies normalement, et même s'il n'est pas dispo dans vos librairies, vos librairies peuvent le commander. Donc, donc si jamais, en tout cas. Euh, et merci pour les personnes qui l'ont acheté, franchement ça fait grave plaisir. Il est sorti le 31 janvier de cette année, donc c'est quand même assez récent. Et voilà, j'en suis super fière. Merci pour votre présence à ce live. C'était trop trop chouette. Merci à chaque fois de votre dynamisme et de votre présence dans le chat. Ça me fait vraiment plaisir. C'est ce qui participe aussi au dynamisme du live. C'est vous, c'est vos questions, c'est vos remarques, c'est votre humour aussi. Vos petites blagues, vos petites refs. Franchement, merci. Vous êtes franchement un groupe trop trop génial. J'adore passer ces moments-là avec vous. Pour les personnes qui peuvent, on se retrouve demain à 20h30 aussi pour euh, le deuxième live hebdo de toute cette série autour du mois de la santé mentale en octobre. Demain, on aborde deux thématiques, donc santé mentale et saisonnalité, et également la présentation de mon asso Evimeria avec un petit reveal d'un projet euh, assez chouette. Et voilà, pour vous parler un petit peu de mon asso, de ce qu'on fait, de nos missions, pourquoi pas faire aussi un peu d'appel à bénévoles, etc. Bref, je vous expliquerai un petit peu tout. Mais hâte de vous retrouver très bientôt. Et prenez soin de vous, surtout. Saisonnalité, j'ai vu du thym et des épices. Non, la saisonnalité, c'est les saisons. Automne, été, hiver, printemps, tout ça, quoi. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée. J'étais trop contente de partager ce moment avec vous. Mes DM sont ouverts également sur Instagram si besoin. Et je vous dis à très vite, à demain pour les personnes qui peuvent. Et, passez une bonne soirée. Salut!